Hey, pop the trunk, I open up, I saw my soul a good price, out of sight. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui comme invité Patrick Esch, qui est spécialiste en hypnose, maître praticien en hypnose, maître praticien en PNL, également auteur du guide des protocoles hypnose PNL destiné aux professionnels et qui est avec nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Voilà, nous avons comme thème aujourd'hui de parler des compulsions, des addictions, compulsions alimentaires, compulsions du jeu, de l'internet, de tout ce qui force une personne à agir d'une manière peut-être peu appropriée. Voilà. Et voilà, donc ça c'est le thème de l'émission. On va diviser cette émission en plusieurs parties avec les compulsions, se libérer des compulsions et comment contourner justement le frein de notre mental, parce que le mental est très fort, mais il faut aussi être plus fort que ce que le corps demande par rapport à ses compulsions. Exactement. Hein. Souvent, quand j'évoque les compulsions, je dis, pour résumer, ce qui parle à beaucoup de monde, tout ce qui est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire qu'il y a le raisonnement d'un côté, imaginons quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il sait consciemment quelque part que c'est dangereux, que ce n'est pas bien, etc. Mais c'est plus fort que lui, il ne peut pas s'en empêcher. Alors qui est ce plus fort que lui ? Alors le plus fort que moi, quelque part, c'est notre inconscient. Le plus fort que soi, c'est l'inconscient. C'est tout ce qui a été conditionné, tout ce qui a été, on va dire, programmé. J'aime bien parler de programme parce que c'est vraiment souvent l'analogie avec l'ordinateur. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, vous n'êtes pas né avec la cigarette. C'est-à-dire quelqu'un qui dépend de la cigarette, de la drogue, de la nourriture ou n'importe quoi d'autre, il n'est pas né avec, il y a eu un avant. Et l'idée, c'est de considérer qu'il y a eu un conditionnement. La première fois, par exemple, que j'ai vu, je ne sais pas moi, une cigarette, on me l'a tendue, à ce moment-là, je n'en avais pas besoin encore. Et donc ce besoin a été créé. Et lorsque le besoin est créé, il crée une habitude. Une habitude, une dépendance, voilà, c'est ça. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable tout seul d'arrêter ? Alors justement, on n'est pas capable tout seul à cause de ce qui est plus fort que moi. C'est-à-dire que c'est vraiment, là on parle de l'inconscient, mais on parle en fait d'une partie de moi qui a été conditionnée, et c'est ça qui est plus fort que moi. Ce qui fait que je peux lutter, je peux avoir toute la volonté du monde, il y a un moment où ce plus fort que moi va venir par-dessus. Et comment est-ce qu'il vient alors ? Comment est-ce qu'il démarre ? Comment est-ce qu'il agit ? On va voir après la libération de cette compulsion, mais comment est-ce que il s'incruste en fait à l'intérieur de nous-mêmes ? Est-ce qu'il y a une intention positive dans cette mauvaise habitude ? Alors, il y a toujours une intention positive, c'est-à-dire que au départ, imaginons par exemple, je vais rester sur l'idée de la cigarette, par exemple. Ou de la nourriture, parce que ça fait... Eh bien, allons-y. Il y a beaucoup de gens qui ont cette difficulté, et l'analogie, pour moi, n'est pas tout à fait la même, parce que la cigarette, on sait consciemment que c'est nocif, toxique et c'est un vrai poison, tandis que la nourriture, on en a besoin pour vivre et c'est aussi un plaisir, c'est aussi bon. Donc le travail de l'inconscient ici est beaucoup plus difficile. En fait, moi j'ai tendance à simplifier les choses. Parfois même les gens me disent avec un étonnement, un sourire, ils me disent mais ça a l'air tellement simple pour vous. Mais en fait, pour moi tout est simple, c'est-à-dire que la seule chose qui nous complique, c'est notre mental. C'est le mental qui dit oh là là, mais comment je vais faire ? Comment ça fait tellement de temps, tellement d'années. En fait, la nourriture pour se nourrir, c'est une chose. Mais là, je parle des compulsions. Quand on est dans le plus fort que moi, c'est tout ce qui n'est plus en rapport avec ce qui me nourrit. C'est-à-dire que si je mange un carré de chocolat ou que je mange, je ne sais pas moi, quelque chose de bon qui m'attire. Un café gourmand par exemple. Par exemple, voilà. Je souris parce que bien sûr on a déjeuné ensemble et on s'est fait plaisir. Le but ici c'est de continuer à se faire plaisir bien sûr. Exactement. Et donc il y a une différence entre se faire plaisir et subir. C'est-à-dire que si je suis sous l'emprise d'une compulsion, quelque part... D'ailleurs, la plupart des gens qui souffrent de compulsions peuvent nous le dire. Ils nous disent, mais moi, en fait, je n'ai même plus de plaisir.
Je le fais, mais c'est malgré moi. C'est vraiment comme si on est comme en mode robot, on va dire. Emprisonné dans cette... Voilà. Et d'où la différence, c'est-à-dire qu'on peut être gourmet, on peut aimer quelque chose. Je reviens sur l'exemple du chocolat. J'aime le chocolat, je peux manger 1 carré, voire 2 carrés, mais si je suis obligé de manger pour être bien, et c'est ce dont on va parler, si je suis obligé de manger pour être bien, ça devient une compulsion, ça devient le seul moyen d'être bien. C'est ça, et donc l'illusion, c'est être bien. Ben, là, dans le cas présent, dans mon exemple, mais ça peut être soit être bien, soit me détendre, soit lutter contre le stress, l'ennui, le mal-être. Tout ça, c'est quelque chose, quelque part, qui donne une pseudo-réponse. Imaginons quelqu'un, si je reviens sur l'exemple de la cigarette, du jeu ou de n'importe quelle autre addiction, eh bien, je vais faire ça dans le but de... Parce que c'est censé m'apporter quelque chose. Oui. Maintenant, le réel problème, c'est qu'il y a un moment où les gens me disent, ben, même ça ne me fait plus rien, mais je le fais quand même. C'est ça, donc il faut arriver à se libérer. À se libérer. C'est pour cette raison que quand les gens viennent me voir et me disent oui, autrement dit, vous allez donc me reprogrammer, je leur dis non, au contraire, je vais enlever le programme. C'est même pas moi qui le fais, c'est l'inconscient de la personne. En fait, le but dans mon travail, ça va être de retirer en quelque sorte les conditionnements, parce qu'on n'est pas né avec. C'est ça. Donc on va parler de comment on retire ce conditionnement, et est-ce qu'on peut retirer tous les conditionnements? On a le jeu, on a Internet aujourd'hui, on a l'addiction portable, les smartphones, les enfants, les ados qui sont très très collés, et même les adultes collés scotch avec leur téléphone et qui ne peuvent pas vivre quelques minutes en mode off, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'un conditionnement, il est incrusté comme un virus dans l'ordinateur. Je veux dire, on aura beau rectifier le tir à chaque fois, eh bien si le programme n'a pas été, on va dire, s'il est toujours là, ben, il va continuer à saboter l'appareil. C'est ça. Donc la libération de cette compulsion, quelle méthode est-ce que toi tu utilises? Comment est-ce que l'hypnose fonctionne en fait? On va parler de méthode dont on va parler dans la deuxième partie, mais comment est-ce que l'hypnose fonctionne pour déprogrammer une personne? Alors, dans mon principe toujours simpliste, parce que je simplifie au maximum, surtout quand les gens viennent nous voir, en général, ils se posent des questions, ils se demandent comment on peut faire, par exemple, pour arrêter de fumer en une seule séance, comment on peut faire pour se libérer si rapidement. Eh bien, l'idée, c'est ça, c'est que, comme on parle d'un programme, si on prend la métaphore de l'ordinateur, ben, l'idée, c'est de pouvoir accéder à ce programme, pouvoir finalement déverrouiller cette compulsion, et puis à partir de là, la personne est libérée. Bon, là, je l'ai raccourci encore davantage, mais habituellement, je prends quand même du temps pour l'expliquer. L'idée, c'est que, je vais reprendre mon exemple, sachant que la personne n'est pas née avec ses compulsions. On est bien d'accord, hein, la personne, elle a commencé un jour à fumer, à boire, à manger. Eh bien, l'idée, ça va être de lui rappeler qu'elle a déjà en elle toutes les ressources, toutes les capacités. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un scoop, c'est-à-dire qu'on a tous, quelle que soit la personne, on a tous en nous des ressources naturelles. Des ressources pour, par exemple, faire face à l'ennui, au mal-être, au stress, voilà, toutes sortes de choses. Donc quand la personne commence à mettre le doigt dans l'engrenage, elle est en train de se conditionner. Mais au départ, elle a vécu sans. L'enfant qui a 10 ans qui ne fume pas, eh bien, comment il fait pour gérer son stress? Comment il fait pour gérer son ennui? En général, ils survivent. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que je dis aux gens avec de l'humour, mais c'est ça, c'est une réalité. Et l'idée, ça va être qu'avec l'hypnose, on va donc donner des suggestions pour reconnecter l'inconscient à la personne originelle, c'est-à-dire celle qu'elle a été avant d'être conditionnée. Et lorsque la personne refuse le programme, la déprogrammation? Et pourquoi elle refuserait? Inconsciemment. Alors, ça, c'est autre chose. Là, on parle de gens qui pourraient avoir des intérêts à garder. C'est ça? C'est ça. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, imaginons la personne qui dit « Oui, mais moi, ça m'embête, par exemple. » Alors, mais elle vient quand même en consultation. Elle vient, voilà. C'est ce que j'allais dire, justement. À partir du moment où la personne est là, même la personne la plus sceptique, à partir du moment où elle est là, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, en tout cas, même si à 99% vous êtes sceptique, il y a quand même 1% qui vous a fait venir ici en face de moi.
Donc à partir de là, on va travailler avec ces 1%. C'est l'effet de levier que l'on va mettre en place à ce niveau-là. Donc pour répondre à ce que tu disais à l'instant, c'est que si effectivement la personne voit, on va dire, a une réticence. Imaginons ce qui arrive souvent, c'est « Ah oui, mais je veux arrêter de fumer, mais j'ai vraiment peur de prendre du poids. Donc, j'y vais un peu à reculons. » Ce genre d'exemple. Oui. Ou alors, ça m'embête parce que moi, il y a des cigarettes quand même qui me font plaisir et j'ai pas envie de m'enlever ce plaisir. Eh bien, tout simplement, on va remplacer. C'est-à-dire qu'on va revenir aux ressources naturelles parce qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a la capacité naturelle à être dans le plaisir, dans le bien-être, dans l'idée justement d'être tellement bien qu'il n'y a pas à compenser sur autre chose. Parce que les gens qui viennent me voir pour l'arrêt du tabac, ce que je leur dis, la vraie victoire, c'est pas juste d'arrêter de fumer, mais c'est de ne pas prendre du poids en échange, de ne pas se rattraper ailleurs. C'est ça. C'est ça l'objectif. Même s'il y a quand même pas une compensation, mais un remplacement de l'habitude de prendre une cigarette, on va la remplacer par une autre habitude. Alors, dans mon cas présent, c'est là où je donne la différence, c'est que moi, je ne remplace pas par. Moi, je pars du principe que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tout en nous. D'ailleurs, dans tous les écrits, dans les religions, dans tous les livres sacrés, on nous dit la clé est en toi. Oui, et donc, si la clé est en nous, ça veut dire que j'ai tout à l'intérieur de moi. Tout ce que je cherche à l'extérieur, que ce soit dans les compulsions alimentaires, l'alcool, la drogue, n'importe quoi, tout ce que je vais chercher à l'extérieur répond à quelque chose que j'ai déjà en moi. Si je vais chercher une détente à travers ma cigarette, j'ai la capacité naturelle à me détendre. C'est ça. Donc il n'y a pas de remplacer par, il y a juste retrouver l'équilibre originel. En effet. Ça change tout. En effet, ça change tout et c'est très intéressant parce que ça m'apprend également quelque chose de nouveau pour moi puisque c'est... moi, je parle toujours de compensation, de remplacer la cigarette par une tasse de thé ou autre chose ou une autre habitude pour permettre de combler ce vide. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une version. Maintenant, j'ai une petite anecdote. Tiens, je pourrais raconter. Oui. Il y a quelques années, j'ai reçu une dame, c'était en fin d'après-midi. Elle venait donc pour des compulsions par rapport à l'alcool. Elle buvait de l'alcool. Et puis elle était mais complètement lessivée. Elle était vraiment fatiguée. Et elle me dit, oh là là, je ne sais pas comment je vais faire ce soir. C'est à voix haute, là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ce soir? Elle me dit, faut que j'aille à la salle de sport. Mais je dis, mais vous êtes obligé d'y aller? Elle me dit, oui, sinon je vais boire. Donc ça, c'est une compensation. Exemple, d'ailleurs, elle me l'a dit, le dimanche, la salle de sport est fermée. C'est là que je me saoule. Ah ouais. Donc, le piège de remplacer par, c'est que finalement, la tasse de thé dont là, tu as donné l'exemple de la tasse de thé ou d'autres choses. Ou du bonbon à la menthe. Voilà. Mais si ce jour-là, je n'ai pas de bonbon à la menthe, je n'ai pas de tasse de thé, qu'est-ce que je fais? Ou l'exemple du sport, imaginons, je dis ok, c'est super, j'ai trouvé une parade, je fais du sport, comme ça j'arrête de manger, par exemple. Ouais. Oui, mais si la salle de sport est fermée, si je me suis fait mal quelque part et que je ne peux pas y aller, alors je remange alors. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça le souci. Là, l'idée, en fait, dans mon option à moi, enfin, c'est pas la mienne, mais dans ce que je propose, c'est d'arriver à retrouver un état naturel qui se suffit à lui-même. Je parle d'un état d'être. Ouais. Donc, en fait, je fais effectivement un travail d'hypnose, mais il y a beaucoup en mode conversationnel avant, beaucoup d'informations que je véhicule qui renvoient la personne à qui elle est. Tout à fait. Parce que c'est l'état d'être finalement qu'on cherche. Tout à fait. Pour pouvoir retrouver cet état naturel dans lequel elle était au départ, quoi. C'est ça, exactement ça. Voilà, très très bien. Ok, ben écoute, ça c'est une première approche par rapport à la compulsion, l'addiction. Est-ce qu'il y a des addictions qui sont plus difficiles que d'autres à enlever? Par exemple, l'alcool, c'est pas évident parce que ça fait partie de la culture. La culture française, ça fait partie de boire, ça fait partie de choses que l'on fait. L'alcool mondain, quoi. Comme voilà. Et donc, et ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir aussi. Donc à partir du moment où le plaisir, on le trouve de façon naturelle intérieurement, on n'est plus dans l'obligation de boire pour. Moi, je fais une différence, c'est-à-dire que comme j'ai dit avec le chocolat, j'ai le droit de me faire plaisir. Oui. Si par exemple il y a des amis et il y a de l'alcool, je n'ai pas dit qu'il fallait plus y toucher. Oui. L'idée, c'est juste quand je suis dans le plus fort que moi. Parce que se faire plaisir,
Ça, on n'est pas dans le plus fort que moi. Tout à fait. Là, je fais vraiment la différence. C'est pour ça que je parle ici des compulsions, c'est-à-dire de l'addiction qui fait que je ne peux pas m'en empêcher. C'est que je souffre intérieurement. Dans mon raisonnement logique, je me dis, j'aimerais arrêter, j'en ai marre. Oui. Mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Oui. Et comment, sans hypnose, on peut aussi arriver à s'autocontrôler sur le plus fort que moi? Alors justement, la personne qui s'auto-contrôle, dès qu'on parle de contrôle, on parle donc de volonté, on parle de faire marcher le mental. Ça, comme je dis, ça peut fonctionner. Je veux dire, ça peut fonctionner à court terme. Ouais. Tant que tout va bien, que j'ai le moral, que la vie est belle, ça va. Mais dès que j'ai un coup dur, dès que j'ai un gros stress, ou j'ai une fatigue, une baisse de morale, comment ça marche? Parce que c'est comme un régime. Quelqu'un peut faire un régime. Si aujourd'hui je te dis voilà, j'ai un programme génial, tu te mets au régime, tu commences aujourd'hui, tu vas maigrir. Oui, c'est sûr, mais tous les aléas, toutes les choses qu'on n'a pas prévues, le stress, le coup dur, la facture, etc., bah, ça peut fragiliser. Oui. Là, le travail que l'on fait ici en hypnose, c'est quoi qu'il se passe, même si y a un imprévu dans ma vie, eh bien si j'ai arrêté de fumer, si j'ai arrêté de boire ou quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de me rattraper là pour me rééquilibrer. On parle d'un rééquilibrage naturel. Tout à fait. Ça change tout. C'est pour ça que c'est ça le but. C'est que l'objectif n'est pas que la personne vienne me voir pour l'arrêt du tabac et qu'elle revienne dans 6 mois pour le poids. Oui, oui, exactement. C'est pouvoir arriver à gérer sa vie correctement en réalité. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, Patrick, on va profiter de ça pour reprendre une petite pause musicale. D'accord. Et revenir tout de suite après la pause. Avec plaisir. De retour avec Patrick Hesch sur les compulsions de l'inconscient. Les compulsions diverses. Les compulsions diverses, les compulsions de l'inconscient. On a donc parlé de toutes ces choses qui font que l'on fait des actes, on agit contre notre volonté profonde en réalité. Notre volonté intérieure, elle serait de ne pas fumer, de ne pas se resservir 10 fois ou de terminer la tablette de chocolat ou de passer des heures sur un smartphone. Il y a aujourd'hui des applications qui nous permettent de calculer le nombre d'heures que l'on a passé toute la journée. Et il y en a qui se disent, waouh, 5-6 heures sur le téléphone, regardez ci, regardez ça, et finalement on a perdu sa vie à faire des choses que l'on aimerait ne pas faire. C'est ça. Et donc, on interagit contre ces compulsions avec l'hypnose, avec les techniques de transe hypnotique qui permettent aux praticiens d'aider la personne à sortir, à déprogrammer sa compulsion et donc se libérer de ça. Donc, cette libération via l'hypnose, quelle est aujourd'hui la technique que tu utilises après toutes ces années d'expérience, et quelle est celle qui fonctionne le mieux? Alors, en fait, la technique, elle est simple. Il y a deux parties, en fait. Hein. La première partie, je reçois la personne, je lui pose quelques questions. Comme je dis justement à la personne, ce ne sont pas des questions analytiques. J'ai pas besoin de savoir pourquoi elle fait ça, enfin d'où ça vient, est-ce que ses parents faisaient pareil, est-ce qu'elle a des frères et sœurs. On n'est pas là dans une analyse. En fait, je fais un peu l'état des lieux de là où elle en est aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, imaginons la nourriture, bah oui, j'ai des compulsions alimentaires, ok, bon, éventuellement depuis quand elle le fait, mais je n'ai pas besoin de remonter dans le passé lointain. Oui. En fait, ce que je vais lui demander, c'est comment ça se passe, quel est le processus. Par exemple, bah voilà, la personne va dire, bah, je me lève le matin, je fais ci, je fais ça, puis là, bah, j'ai besoin d'aller au frigo ou au placard. Tu vois, il y a un enchaînement, elle va me dérouler un petit peu sa journée. Et mon rôle, mon travail, ça va être de repérer comment elle en parle. Parce que c'est pas seulement le contenu de ce qu'elle va dire, mais c'est surtout la façon dont elle en parle. Si elle me dit, par exemple, moi, c'est surtout quand je rentre le soir et que je suis seul à la maison, eh bien, c'est là que je le fais. Alors là, je vais lui poser des questions. Je vais lui dire, ah bon, et ça vous fait quoi d'être seul chez vous? Et peut-être que cette personne va dire, je m'ennuie, je n'aime pas la solitude. Donc là, on va travailler sur comment faire pour gérer la solitude. Et elle va compenser par la nourriture. Alors aujourd'hui, oui, mais demain, non. D'accord. L'idée, c'est qu'en sortant de la séance, quand je dis en sortant, ça peut être quelques heures après, des fois c'est immédiat, que même si elle est seule en rentrant le soir à la maison, curieusement, ce fameux plus fort que moi disparaisse.
et qu'elles se disent d'accord, je suis seule à la maison, mais bizarrement, j'ai pas envie d'aller manger comme avant. C'est ça. Donc ça fait partie donc de la technique de la transe, de mise en hypnose pour pouvoir faire stopper cette addiction en s'adressant à l'inconscient. Alors, la façon de travailler, c'est que dans un premier temps, il y a beaucoup d'échanges. Oui. Je veux dire, des échanges ne serait-ce qu'à travers mes questions, mes explications, parce que l'air de rien, l'explication, ça permet au mental de comprendre ce qui se passe. Et en même temps, je fais passer donc des messages au niveau de l'inconscient. Parce que quand je parle, à chaque fois que je véhicule des mots, il y a forcément tout un travail intérieur. Puis ensuite vient la partie hypnotique. La partie hypnotique, alors beaucoup de gens s'inquiètent en disant oui, mais alors vous allez me mettre en état d'hypnose, c'est le grand jour pour moi. En réalité, il n'y a pas vraiment de grand jour parce que l'état d'hypnose, maintenant on le sait, c'est un état naturel. On le traverse plusieurs fois par jour, sauf qu'on n'en a pas conscience. Là, j'explique, là encore, j'explique à la personne. Je lui dis que, en réalité, ce qu'elle va vivre, c'est quelque chose de très banal. Je lui demande des fois si, par exemple, je lui dis, est-ce que vous regardez un film ? Si elle me dit oui, je dis ben voilà, bravo, vous êtes déjà entré dans... Voilà, vous avez déjà connu l'expérience de l'hypnose. Ouais. Donc je lui dis qu'on reste conscient, parce que c'est une réalité, on reste conscient. Elle peut avoir les yeux ouverts ou fermés, donc ça, c'est pas un souci. Et puis progressivement, à travers mes mots, à travers ce que je vais dire, forcément, le cerveau va faire des images. Les images vont entraîner des sensations dans le corps, peut-être même des souvenirs qui vont revenir sous forme de flash. Et puis progressivement, quelque part avec le langage hypnotique, qui est un langage bien particulier, le cerveau va quelque part libérer la personne de son conditionnement. C'est ça, et tu as bien dit, c'est un langage particulier parce qu'on ne s'adresse pas à l'inconscient comme on s'adresse au conscient. Non. Et on se permet aussi de faire des fautes de français intentionnelles. Intentionnelles, et beaucoup de jeux de mots, beaucoup de métaphores, voilà. Beaucoup d'images qui sont transmises parce que l'inconscient analyse les images plus qu'un théorème de texte. C'est ça, et à la limite, c'est même plus de l'analyse. Là, il prend tout en bloc, en fait. Comme je dis aux gens, justement, et c'est pour ça que je parle de simplifier au maximum, c'est que quelque part, notre inconscient a besoin de choses simples. Ce que j'évoque, c'est comme si on parlait à un enfant de 7 ans. Voire de moins même peut-être. C'est-à-dire que tout ce qui est métaphore, symbole, image, émotion, couleur, ce genre de choses, c'est le langage de l'inconscient. Ce que je dis des fois aux gens, je leur dis, je suis un petit peu, mon rôle à moi en tant qu'hypnothérapeute, c'est un peu comme si j'étais un traducteur en simultané. C'est comme si, imaginons, je te parle en français, mais tu n'es pas français, il y aura un traducteur qui va te traduire en simultané. Là, c'est la même chose, c'est que je parle à l'inconscient, de sorte que l'inconscient de la personne, avec les images, les métaphores, les symboles, il y a comme une traduction simultanée, parce que si je dis à la personne, parce que en toute logique, c'est ce que je dis à la personne, je lui dis, voilà, si je vous dis, aujourd'hui, on va demander à votre inconscient de vous débarrasser de votre poids. C'est trop direct comme information. Ouais. Le risque, c'est que le mental va venir derrière en disant, oui, mais cause toujours, ça fait des années que le poids, il est là, il va pas partir comme ça. Que si je fais passer les messages par l'inconscient à travers des symboles, des métaphores, des allusions, là, quelque part, j'allais dire ni vu ni connu pour le conscient. Exactement. C'est inconscient. Oui, mais le conscient, lui, se dit, tiens, à quoi ils jouent ces deux-là? Voilà, des fois, c'est ce que je dis d'ailleurs. Je dis, à quoi ils jouent ces deux-là? Oui, à quoi ils jouent? Alors, je fais sourire les gens, mais indirectement, c'est ça. C'est-à-dire que le but, c'est que consciemment, le cerveau se dit, tiens, on ne sait pas ce qui se passe. Mais l'inconscient, lui, il sait de quoi on est en train de parler. C'est ça, ça montre toute la complexité de l'être humain, de son mental, de ses neurones, de son cerveau, et comment ça fonctionne. C'est extrêmement important pour pouvoir arriver à gérer finalement tous les troubles comportementaux que l'on a chez nous. C'est ça, et pour répondre à ce que tu m'avais dit tout à l'heure, je crois que c'était avant la pause, l'idée de dire, est-ce que finalement c'est facile ?
Je crois que c'est ça que tu m'as demandé tout à l'heure. Est-ce que d'une compulsion à l'autre, ça peut changer? Parce qu'il oui, il y a des compulsions plus difficiles que d'autres. Voilà. Et en fait, alors effectivement, peut-être que je parais trop optimiste aux yeux des autres, mais moi je me base sur mes expériences depuis plus de 17 ans maintenant. Et en fait, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que il n'y a pas plus difficile. Moi, j'ai déjà eu des gens qui étaient sous l'emprise de cocaïne ou autre, d'autres l'alcool, d'autres le jeu, le sexe. Ce n'est pas plus compliqué puisqu'on parle, on n'entre pas dans le contenu. Des fois, moi, je vois, ça arrive, il y a des gens qui, par exemple, se forment à peine à l'hypnose. Ils viennent d'être formés et il y en a qui me posent des questions en me disant, oui, j'ai travaillé, par exemple, sur le tabac, sur la nourriture, mais là, j'ai quelqu'un qui vient pour la drogue, j'ai jamais fait ça. Mais c'est la même chose. Exactement. Le contenu, à la limite, le contenu, c'est pas ça qui compte. Le contenu fait partie de la partie mentale. C'est ça. Nous, on s'adresse à l'inconscient, donc on voit plutôt le processus. Que ce soit l'alcool, le tabac, la drogue, n'importe quoi, j'allais dire, c'est pareil. Le message est le même. C'est ça. C'est de libérer la personne d'une compulsion. Voilà. Et le message que tu envoies, quel est ce message? Il y en a plusieurs, tout dépend de la personne, tout dépend. Alors imaginons, on va jouer un jeu de rôle. Jouons un jeu de rôle. Drôle ou de rôle? Ça va être les deux. Ça va être les deux. Ça va être les deux, bon. Exactement. C'est inconscient. Donc je viens parce que je n'arrive pas à m'arrêter de manger. Je n'arrive pas à... bien, il y a des bonnes choses, je suis à un cocktail, et bien je vais engouffrer les canapés, les petits fours, et les petites pizzas, etc. Parce que c'est plus fort que moi. Oui. Et en plus, c'est bon. Et oui. Donc, comment travailler sur ce mal, quoi? Alors, la première question que je poserais si j'avais en face de moi une personne qui me dit la même chose, c'est de lui dire qu'est-ce que ça vous apporte, par exemple. Là, je le fais un peu comme ça. Oui, hein. Bien sûr, ça se fait sur 1 heure de temps, mais je lui dirais, par exemple, qu'est-ce qui se passe au moment où vous êtes dans le plus fort que moi? Alors, soit, par exemple, tu vas me dire, ben moi, je ne sais pas, c'est un plaisir, c'est l'envie de manger, même si je n'ai pas faim. Oui. Il y aura forcément une réponse. Si tu me dis, ben, ça m'aide à passer le temps, ça me libère de mes problèmes, c'est selon ce que tu vas me dire, selon ce que va me dire la personne, que justement, l'élément manquant, c'est-à-dire, par exemple, je fais ça parce que je m'ennuie, ou parce que j'ai besoin de plaisir, eh bien, ce plaisir ou ce qui va permettre de régler le problème de l'ennui, ben, tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a en nous. Oui. On a en nous les capacités à se rééquilibrer sans être dans l'excès. Donc, je ne dis pas qu'au prochain cocktail, la personne ne touchera plus à rien. Oui. Je dis juste qu'elle va manger, mais qu'à un moment donné, son corps dira stop. Et là, la différence est importante parce que jusqu'à présent, les gens qui se raisonnent, c'est leur tête qui dit stop. Mais le problème, c'est que la tête, elle dit stop quand tout va bien. C'est ça. Mais si j'ai pas le moral, si je suis pas bien, si j'ai besoin de me changer les idées, ben, je peux toujours attendre le stop, il n'y en aura pas. Et le petit colocataire. Voilà. C'est ça, la petite voix qui me dit « Oh, vas-y, fais-toi plaisir, reprends-en. » C'est pas grave, voilà. C'est juste un... Voilà. Et ce que j'apprends aussi, quand on fait un travail avec le corps, j'apprends au corps, donc en faisant passer toujours des messages, hein, j'apprends au corps à ce que ce soit le corps qui mette un stop. Le corps qui fait que, tiens, c'est bizarre, d'habitude j'aurais tout mangé, mais là j'ai plus faim. Exactement. C'est d'ailleurs la différence que je donne entre le « je » et le « ça ». Je, par exemple, c'est je dois me raisonner, je dois faire attention, je ne dois pas trop manger. Oui, là, c'est je, là, c'est le conscient. Ouais. Mais ça, quand ça arrive, c'est-à-dire, tiens, c'est bizarre. D'habitude, j'aurais mangé le paquet, mais là, j'en ai plus envie, ça ne me dit plus rien, ça ne me tente plus. Ou, tiens, c'est curieux, je me sens calé, alors que tout à l'heure, voilà. Je comprends. C'est vraiment l'impression, ce que je dis aux gens, c'est quand ils sortent de chez moi par rapport à une compulsion, ce n'est pas de se raisonner en disant, bon, j'ai fait une séance, faut quand même que... Non, c'est plutôt, soyez observateur, observez ce qui se passe, soyez, on va dire, un peu comme quelqu'un qui observe ce qui se passe. Voilà, et donc ils reviennent, personnellement, quand ils reviennent chez moi, ils disent, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, j'ai changé quelque chose... Et pourtant, j'ai rien décidé. J'ai pas décidé, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un changement, mais c'est pas grâce à vous, hein, c'est comme ça. Hein, c'est venu comme ça, hein, mais je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est grâce à l'inconscient de la personne. C'est-à-dire que dès lors où elle est libérée,
elle ne sait pas parce qu'elle ne peut plus analyser pourquoi elle ne le fait plus. Oui. J'ai encore une anecdote si tu veux. Oui, bien sûr, le programme a été changé en réalité. Oui, c'est-à-dire en fait, c'est même pas qu'il a été changé, c'est que, alors, on pourrait dire qu'il a été changé, oui et non, parce qu'en fait, elle s'est libérée de ce qui l'incitait à, et du coup, elle ne sait plus, elle ne peut plus, elle ne sait pas pour qu'est-ce qu'elle fait à la place. C'est un nettoyage de virus. Voilà. Ben c'est ça. C'est ça. Moi, mon anecdote, là, c'était une dame à qui j'ai fait une expérience, il y a quelques années aussi, et en fait, spontanément, parce que ben, elle arrive toute contente, on se revoit, et elle me dit oh, je suis contente, je n'ai plus de compulsion. C'était sa deuxième séance, et je lui dis ah c'est génial, vous faites quoi à la place? Et là, elle m'a regardé, mais comme si là, elle s'attendait pas. Elle me dit bah je sais pas. C'était inattendu. Moi, je pensais qu'elle allait me dire, ben voilà. J'ai changé, voilà. j'ai modifié, en fait, j'ai remplacé. C'est ça l'idée, c'est que la personne n'a pas conscience de ce qu'elle fait à la place parce que ce n'est pas forcément une action. C'est pas, tiens, je vais boire un verre d'eau, tiens, à la place de ça, je vais faire ça. C'est ça. Ce n'est pas forcément faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on revient à l'état d'être. Donc, si à l'intérieur, la personne se sent différente, elle n'est pas forcément dans quelque chose qu'elle fait à la place. Elle est différente. Elle est différente. Elle est devenue différente voilà. par un nouveau comportement inné. Exactement. D'ailleurs, tous les gens qui n'ont pas de compulsion, comment ils font pour survivre? C'est aussi ce que je dis. Ça, c'est ce que j'appelle des cohérences thérapeutiques, c'est-à-dire des évidences qui font que, ben oui, mais comment font les gens qui ne fument pas, qui ne mangent pas en excès ou autre? Ils ne savent pas ce qu'il manque. Oui, mais quelque part. Oui, mais bon. En tout cas, voilà, c'est ça l'idée. C'est d'arriver à ce que ça devienne un état naturel, tellement naturel que finalement, je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis finalement, on retrouve une vie normale, sans difficulté. Exactement. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas pour moi de grosses, de petites compulsions. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais souvent les gens me posent la question, me disent « Oui, mais moi, vous savez, ça fait des années que je traîne ça. Ça fait 20 ans, 30 ans. Ouais. » Ou alors l'exemple des cigarettes. « Oui, vous savez, moi, je fume 3 paquets par jour. Hein. » Mais comme s'ils me disaient « Vous savez, avec moi, ça va être difficile. » Hasard, ouais. Alors que non, parce que l'exemple que je donne, c'est celui de l'ordinateur. Si par exemple on a, je sais pas, imaginons pendant des années on a rempli des pages Word, il y a 500 pages dans mon ordinateur, je fais un clic droit, je supprime, il part tout de suite. Ouais. Voilà, ça paraît aussi simple dit comme ça fait sourire, et ben c'est un petit peu ce qui se passe dans l'inconscient. Si on désactive le programme que j'ai traîné depuis des années, tout à fait. Une fois qu'il est désactivé, il est désactivé. Absolument. Très bien, eh bien de notre côté, on va activer une pause musicale. Activons. Et revenir tout de suite après. Merci beaucoup, Patrick Hesch. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Nous avons pour invité Patrick Hesch, hypnothérapeute et maître praticien en PNL, également auteur du livre Le guide des protocoles PNL et hypnose. Hypnose PNL. Hypnose PNL, pardon. On parlait des compulsions, comment faire pour retrouver son être originel, qui on est vraiment, sans la cigarette, sans la nourriture, sans le téléphone, sans l'internet, finalement se retrouver soi-même et arriver à cet état naturel dans lequel on était au départ, avant cette addiction. Et pour recréer la connexion avec notre ressource intérieure, finalement nos ressources intérieures, pour arriver à ce renouveau, à cette déprogrammation. Donc on utilise l'hypnose, entre autres, comme méthode, mais aussi, comme tu l'as dit, en hypnose conversationnelle, en utilisant des techniques de PNL, des techniques de coaching. On arrive aussi à faire prendre conscience à la personne qu'un changement est imminent. D'ailleurs, il y a des gens qui commencent déjà avant même que la séance arrive, ils disent la veille, oui, mais j'ai déjà commencé à faire attention. C'est exact. Et parce qu'ils sont déjà dans l'entrain, dans ce mouvement-là. Est-ce que, après, une fois que la séance va passer, comment faire pour que, on peut parler aussi de la séance, évidemment, pour que ça reste dans le temps, et que s'il y a une situation de stress, un choc émotionnel, quelque chose qui va dire, et souvent ça arrive, genre, tu sais quoi, j'ai repris la cigarette.
C'est ce que j'entends. J'ai repris la nourriture, j'ai repris mes 20-30 kilos que j'avais perdus après mon opération de l'anneau gastrique, etc., etc. C'est ce que j'entends souvent quand les gens s'arrêtent par eux-mêmes, parce que ils font l'effort d'arrêter. D'ailleurs, ils le disent. Quand je leur pose la question, la personne, elle me dit oui, j'ai tenu pendant 6 mois. C'est ça. Voilà. Ou alors j'ai réussi à. Enfin bon, bref, on sent que c'est comme s'ils étaient volontaires, comme s'ils étaient dans l'autodiscipline, dans l'effort. Ou alors j'ai fait l'effort, voilà. Bon, je me suis retenu, j'ai tenu. Tout ce langage, il est très très important pour moi, il est très précieux parce que si la personne me dit j'ai tenu pendant, ben, ça veut dire qu'elle a forcé quelque chose. Oui. Et l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas à tenir. L'objectif, c'est qu'il n'y ait même pas besoin de se raisonner. C'est que quelque part, ben voilà, tiens, c'est bizarre, mais j'ai plus envie. Que ce soit de manger, de fumer, de boire ou autre. C'est d'arriver à ce que ça devienne, comme tu l'as très bien résumé là tout de suite, on retombe, c'est pas qu'on retombe, on revient, justement, on revient, en utilisant des mots positifs, on revient dans l'état naturel, c'est-à-dire qui je suis à l'état originel. Et qui je suis à l'état originel, eh bien, je vais peut-être engager, effectivement, je m'engage en le disant, mais à la base, nous sommes des êtres parfaits, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cigarettes ou de nourriture en excès ou d'alcool pour être bien. On a tout ce qu'il faut pour se rééquilibrer. On est dans un monde où l'être humain est censé s'adapter à ce qui arrive. C'est-à-dire que, j'aime bien cette phrase de dire que les choses arrivent, mais rien ne m'arrive. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Je la vois et ce serait bien d'expliquer. Eh bien, les choses arrivent, c'est-à-dire que les événements, les aléas, les imprévus, bon, ça, arrivent. Ça, on ne contrôle pas. Voilà. Quand je dis rien ne m'arrive, le M apostrophe est important. Rien ne m'arrive, ça veut dire que intérieurement, c'est la façon dont moi je vis l'événement. Si je vis l'événement comme étant difficile, douloureux, catastrophique, alors ça m'arrive pour le coup. Mais l'objectif de la séance, c'est de faire en sorte que l'événement arrive, mais que moi, je reste, entre guillemets, neutre. Je m'adapte en temps réel. Il y a un événement, bon, avant, ça m'aurait tellement affecté que j'aurais été obligé d'aller manger pour me soulager. Et bien maintenant, l'événement arrive, bon, ben, l'événement arrive. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler ici alors de contrôle des émotions? À nouveau, tu es dans le contrôle, oui. Mais toutefois, on a une émotion, elle est légitime. Elle est légitime, bien sûr. Une tristesse, une colère, peu importe selon l'événement qui est arrivé, l'émotion est légitime, mais j'arrive à ne pas faire en sorte qu'elle m'envahisse et que je sois submergé et coulé par l'émotion. Exactement. Donc là, moi, je n'utilise pas le mot contrôle parce que quand il y a un contrôle, souvent c'est qu'il y a une peur derrière, c'est qu'on est en train, encore une fois, de faire marcher le mental. Oui. Il y a plutôt le fait de m'adapter à ce qui arrive. Donc ça veut dire que l'émotion, bien sûr, elle est faite pour être vécue. L'émotion vient de emovare, qui veut dire en mouvement. Oui. Ça veut dire que quand une émotion arrive, il ne s'agit pas de la bloquer. Contrôler l'émotion, ça voudrait dire la bloquer, finalement. Oui, c'est ça. Là, l'idée, c'est que l'émotion arrive, j'ai le droit d'être triste. Imaginons, je sais pas, moi, j'ai perdu un être cher, ou, je sais pas, il y a eu une séparation, ou un gros stress. Je dois traverser ça fait partie de la vie, mais c'est la façon dont je vais pouvoir ressortir de ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme le bateau le navire qui est sur l'eau, il y a la tempête, ça houle de partout. Ben, c'est surtout la façon dont je vais arriver à redresser finalement les choses. À redresser la barre, je vois. Voilà, c'est ça, c'est de retrouver l'équilibre malgré la tempête. Et retrouver l'équilibre malgré la tempête, comment est-ce que tu le fais passer en séance? Alors justement, c'est ce que je disais, c'est qu'on va faire en sorte de ramener la personne à ses ressources naturelles, puisque je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on cherche à l'extérieur, on l'a déjà en nous. Si je cherche le bien-être, je l'ai en moi. Si je cherche l'amour, je l'ai en moi. Je cherche la sécurité, je l'ai en moi. Bien sûr, je n'en ai pas toujours conscience. La plupart des gens, ils disent, oui, mais moi, l'amour, moi, il y a que en rencontrant un tel que je vais pouvoir le trouver. Ou alors, tiens, ma façon de me calmer, c'est seulement avec ma tablette de chocolat que je vais me calmer. C'est ce que la personne me dit. Et l'idée, ça va être de la reconnecter à cette capacité à être, justement, connecté à ça. Parce que ces ressources, on les a tous de façon indéniable. Même si on n'en a pas conscience. Alors, c'est intéressant cette histoire de ressources, j'y adhère à 1000%, j'y adhère complètement, évidemment, et c'est exactement le chemin que je fais prendre aux gens, prendre conscience, mais parfois,
parfois, et là peut-être je vais dire quelque chose qui est un peu choquant, il y a certaines personnes qui n'ont pas les ressources. Alors, qui croient ne pas les avoir. Qui croient ne pas les avoir. Parce que tu penses qu'elles ont toutes les ressources. C'est même certain. Les ressources, on est quand même, en tant qu'être humain, on est quand même bien conçu, on va dire. Je ne vois pas dans quel cas elles n'auraient pas, ou alors elles n'y ont pas accès. C'est différent. C'est ça, ok. Alors, j'ai aussi une option, parce que finalement, prenons l'exemple de quelqu'un qui dit « je n'ai pas eu les ressources, je les ai jamais eues ». Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'inconscient peut construire ces ressources en imaginant qu'on ne les ait pas eues. Mais moi, je pars du principe qu'on les a déjà. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a des cas, des fois, tellement désespérés qui arrivent et où la personne vit une vie de tragédie. Et c'est difficile de s'en sortir dans ces cas-là. Exactement. Il ne s'agit pas non plus effectivement de tricher avec cette réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent dans des périodes de guerre ou qui vivent dans des moments tragiques. Ce que je dis aux gens, c'est que même s'il y a un échantillon de bien-être, cet échantillon, le cerveau est capable d'aller le retrouver. C'est un peu comme le détective qui va trouver une mèche de cheveux. C'est juste une mèche de cheveux, mais avec ça, il remonte tout le circuit. Et l'idée, c'est ça. C'est que finalement, si la personne, si la personne à l'intérieur d'elle-même, son cerveau est capable d'aller chercher le petit moment de bonheur qui a eu lieu, même peut-être, je sais pas, quand la personne avait 3 mois, elle a complètement oublié, bien sûr. Mais peut-être qu'à ce moment-là, même si ça a duré 5 minutes, eh bien, ces 5 minutes de bien-être ou de lâcher prise ou de calme, eh bien, on va les récupérer, tout ça avec l'inconscient, avec les suggestions, pour les ramener dans le présent et faire grandir ça. Exactement, et je vais rebondir sur une petite anecdote, cette fois à mon tour d'en raconter une, sur quelqu'un qui est venu me voir parce que son père n'a jamais encouragé, ne l'a jamais positivé sur toutes ses actions, en tout cas c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il dit. Et c'est comme ça qu'il ressentait un énorme mal-être vis-à-vis de son père. Et en séance, je l'ai fait revenir en arrière, ce qu'on appelle une régression, jusqu'à l'âge de, je ne sais pas, 1 an et demi, 2 ans, au moment où il va commencer à marcher. D'accord. Et lorsqu'on commence à marcher, les parents sont tellement fiers de leur enfant qui commence à marcher. C'est sûr que son père était content et heureux de le voir marcher. Et il a réalisé ça. Et en réalisant ce petit grain, cette petite source-là de bien-être et de reconnaissance de son père par rapport à lui, bon, évidemment, c'était très émotionnel, puisqu'il s'est effondré en pleurs, mais ça a permis de briser la glace de cette image du père qui ne reconnaît pas son fils jamais dans ce qu'il faisait. Et ça fonctionne très très bien dans ce sens-là, où on peut arriver à retrouver les ressources intérieures que l'on a. C'est ça, c'est pour ça que je dis que tout est déjà là, il suffit simplement de s'y reconnecter. Et quand je dis il suffit, c'est vrai que c'est là où souvent les gens sourient en disant oui, il suffit, moi ça fait 30 ans que j'attends. Mais voilà, mais les suggestions vont permettre ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles vont permettre parce qu'on ne va pas avoir un langage direct en disant voilà, toi l'inconscient va chercher les ressources pour qu'elle arrête de manger. Non, c'est trop direct. Parce que si on dit ça comme ça, le mental va s'en mêler en disant oui, ça ne marchera pas. Ou c'est pas possible. Voilà. Exactement, tout à fait. C'est extrêmement intéressant, Patrick, et je te remercie d'avoir partagé avec nous cette émission. C'était un plaisir. Et je voudrais te laisser la parole pour que tu puisses peut-être présenter un peu plus tes activités, ce que tu fais. Notamment, tu es aussi dans l'Est de la France, donc tu as un cabinet ici à Paris et à Colmar. C'est ça, à Colmar, donc également, donc en Alsace. Et effectivement, je me déplace entre ces deux lieux, donc Paris, Île-de-France, en région parisienne exactement. Et puis donc sur la région de Colmar, donc où j'exerce également. Il y a aussi de la demande. Il y a de la demande partout. Là-bas, oui, les compulsions, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas que les compulsions d'ailleurs, puisqu'on travaille beaucoup de choses avec l'hypnose. Oui, alors est-ce que tu as un domaine de spécialité où les gens viennent plus que d'autres choses? C'est très varié, c'est souvent par, comment dire, oui, c'est-à-dire qu'il y a des... souvent les gens viennent effectivement par rapport à ce dont on vient de parler, soit l'arrêt du tabac, soit effectivement la nourriture. Bon, après j'ai des gens qui viennent pour des phobies, j'ai des gens qui viennent pour des, je sais pas, un travail de deuil, de séparation difficile. Après bon, c'est tout ce que
tout ce que l'on rencontre, on va dire, dans cette activité. Oui, tous les blocages mentaux, psychosomatiques qu'une personne peut avoir. En tout cas, pour résumer un peu et pour revenir sur les compulsions au niveau de l'inconscient, si je veux me faire un peu l'avocat du diable ou quelqu'un qui n'irait pas voir un hypnothérapeute, est-ce qu'il pourrait arriver à parler à son inconscient aussi, sans passer par l'auto-hypnose, oui, que la personne ne connaît pas. Non. Est-ce qu'il y a une autre manière d'y arriver? Alors, il y a sans doute d'autres manières. Moi, disons que la manière la plus efficace que je connaisse, évidemment, c'est par rapport à l'hypnose, parce que comme on travaille directement à la source, c'est-à-dire ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on travaille là où c'est plus fort que moi. Ouais. Ben, c'est bien parce qu'on ne fait pas, on n'a pas besoin de se raisonner mentalement. On n'a pas besoin de dire qu'est-ce que je pourrais faire à la place. Alors je ne dis pas que l'autodiscipline ne fonctionne pas. Il y a des gens qui se prennent en main et ça fonctionne bien. Ouais. Le piège de l'autodiscipline pourrait être, je dis bien pourrait parce que pour certains ça marche très bien. Moi j'ai mon père qui a arrêté de fumer tout seul à une époque et il n'a pas grossi, il n'a rien compensé, ça s'est bien passé. Mais quand je dis pourrait être, ça pourrait être effectivement une compensation. Si je marche à l'autodiscipline, je vais me dire allez, aujourd'hui c'est fini, j'arrête ça. Oui j'arrête, mais si par exemple ma compulsion, c'était la nourriture parce que j'avais besoin de me libérer d'un stress. Comment je gère mon stress si je m'arrête de manger? C'est ça le piège. C'est, ok, je peux être capable d'avoir toute la force mentale pour me dire, allez, je ne touche plus à rien. Mais qu'est-ce qui se passe quand je ferme la porte? Les gens qui, par exemple, vont dire, oui, mais alors, il faudrait me dégoûter du tabac. Ben oui, mais si je vous dégoûte du tabac, vous ne pourrez plus y accéder. Certes, c'est une victoire sur le tabac, ouais. mais quelque part, mon stress, il est toujours là. Ouais. Ou mon ennui, ou mon mal-être. Donc le but du jeu, ça va être effectivement de trouver un moyen de passer par l'inconscient. Exactement, on revient à la même conclusion. Donc consulter votre hypnothérapeute, alors soit Patrick Esch, qui est dans quelle région à Paris? Alors, à Brie-sur-Marne, en banlieue est. Voilà. Ou bien ici sur Enghien-les-Bains, je suis maintenant j'ai un nouveau cabinet au 161 avenue de la Division Leclerc qui est dans la clinique de la Commanderie, et vous pouvez également prendre rendez-vous sur Doctolib et nous suivre également sur notre chaîne YouTube l'hypnose. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup Patrick. Merci, avec plaisir. Cette émission très intéressante qui, j'espère, va susciter des questions et des éveils de la part des auditeurs. Tout à fait. Je répondrai s'il y a des questions. Voilà. Qui n'hésitent pas. On va transmettre tes coordonnées. Merci beaucoup.